De la drogue pour faire parler un indique. En France, l'affaire Néret, ex-numéro 2 de la police lyonnaise, souffle un vent de suspicion sur les relations entre flics et informateurs. Cette semaine encore, un rapport accable l'ancien commissaire. Pour coincer les truands, il faut parfois faire ami-ami avec le milieu, mais attention au dérapage. Alors nos policiers suisses sont-ils au-dessus de tout soupçon? C'est une enquête d'Agathe Duparc et François Cesali. Il était l'un des plus grands flics de France. Il exhibait ses prises et faisait la une des médias. Il est tombé, accusé d'être un ripou. Michel Néret, le numéro 2 de la police judiciaire de Lyon, dort désormais en prison, soupçonné d'avoir renseigné le grand banditisme, accepté argent et cadeaux. Sa chute fait parler dans le milieu et repose l'éternelle question de la frontière entre flics et voyous. Parce que donc, dans les années 90, on aurait tous dû tomber, quoi. C'est-à-dire que dans chaque tiroir de nos bureaux, on avait des armes, on avait de la cam. C'est quelque part, de toute façon, un bon type qui a été voir, je vais dire, derrière le rideau ce qui se passait. Donc il a flanché. Ouais, disons que ça m'attriste beaucoup parce que je me dis que ce qu'il doit vivre en ce moment-là, ce collègue, c'est vraiment pas facile. Mais du remède pour empêcher de passer de l'autre côté, malheureusement, il n'y a pas. Ça dépend de la personne même, du caractère, de ce que chaque personne a dans sa tête. Son terrain d'action, c'était les paquis. Ancien flic, Patrick Yves Delachaux a travaillé au contact étroit des voyous et des prostituées. Un univers dans lequel se fondent les policiers. Moi, je suis rentré dans la police parce que j'avais envie de m'affronter avec un monde de costauds, ce que j'ai fait pendant près de 20 ans, 12 ans dans un quartier magnifique genevois qui sont les Paquis, où bien évidemment, quand je sortais dans la rue, d'aller chercher des personnes, non pas fragiles, mais des vrais costauds, mais quel plaisir, je dis, d'aller m'affronter. Et puis ce plaisir-là, aventureux, de cow-boy, de shérif, nous fait gagner aussi une certaine notoriété. La question des limites à ne pas franchir, des tentations, des rapports ambigus avec le milieu, il connaît. C'est même devenu son inspiration pour son nouveau métier d'écrivain, depuis qu'il a quitté la police il y a 3 ans. Quand nous sommes longtemps dans un univers, il y a des affinités, bien entendu. Puis j'ai eu l'occasion de participer à des soirées mémorables, tout à fait extraordinaires. Il faut apprécier les adversaires pour pouvoir mieux les comprendre et les approcher. Donc je pense que, oui, quelque part, entre le flic et le voyou, il y a en tout cas une compréhension d'un monde qui est commun. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, toi. Je dirais que l'hors norme devient une norme pour le policier. Et s'il n'est pas très bien dans ses baskets, entouré, encadré, une famille qui le tient, enfin encore, en tout cas une vision sur l'extérieur du monde qui n'est pas exclusivement policier, dans cet univers sclérosé qu'est la police, s'il ne garde pas bien les pieds sur terre, il a toutes les chances d'être tenté. Maintenant, quand je suis rentré jeune policier, nous étions dans les débuts des années 90, 90, et l'ensemble des jeunes flics étaient complètement absorbés par un type qui avait véritablement de l'allure, qui représentait une police qui existe plus peut-être tout à fait aujourd'hui, mais une police de vieilles de 30 ans à l'époque, et puis qui faisait affaire sur affaire, et nous voulions tous tourner avec lui. Ce flic dont le tableau de chasse fascinait tant les jeunes, nous l'avons retrouvé. Il a accepté de nous parler, mais à visage caché, car l'as de la brigade des stupes a fini par aller trop loin. On était un groupe vraiment sympa, où on bossait ensemble et on a réussi vraiment de belles affaires. C'est vrai qu'on a saisi plusieurs kilos, on avait des possibilités d'improvisation pour diverses affaires. On pouvait quand même aller très loin sans en référer à un chef, si ce n'est le chef de brigade. On fraye avec la limite, on est souvent sur le fil du rasoir. Effectivement, on se mouille quand même un peu parce qu'on tolère que l'indicateur qui a fait un petit dérapage, on ne va pas le mentionner. À l'exemple d'un indice qui nous donne l'emplacement de la drogue qui est déposée quelque part, et puis le gars, avant qu'on arrive, il passe puis il se sert pour sa consommation. C'est vrai que comme flic, on a vécu dans les années 70-80 une époque relativement intéressante, presque bénie, on pourrait dire, effectivement. Bénie et presque sans tabou. Quand infiltré, l'inspecteur jouait les acheteurs de cocaïne et goûtait la marchandise. Il m'est arrivé
de prendre la drogue dans certaines circonstances, mais c'est simplement pour se mettre dans une certaine ambiance et puis que les gens se sentent décontractés en notre présence. En 95, c'est la chute. Il est soupçonné de trafic de drogue. Le tribunal ne retiendra que ses liens trop étroits avec un indique et la découverte d'un échantillon de drogue dans son tiroir. L'inspecteur passe 78 jours en prison et écope de 12 mois avec sursis. Les corps de police ont instauré des règles qui n'étaient pas forcément encore en place il y a 15 ou 20 ans. Le policier était peut-être plus livré à lui-même dans ses contacts avec les informateurs. De nos jours, le cadre, encore une fois, opérationnel de l'action du policier traitant est strictement réglementé et nous sommes prêts à renoncer à des affaires si d'aventure la gestion de l'informateur ne se faisait pas dans les règles. Mais lorsqu'on découvre le clip de promotion de la police genevoise, on est bien loin des propos aseptisés de François Schmutz. Valise de billets, saisie musclée de drogue et arsenal très dissuasif, c'est avec ces images que l'on cherche à recruter les flics de demain. Le numéro 1 de la police judiciaire de Genève soutient que les écarts peuvent être évités grâce à un meilleur encadrement. Il s'agit de garantir que les relations restent strictement professionnelles. Pour ce faire, nos procédures prévoient que les rencontres ont notamment toujours lieu avec un deuxième agent, un agent appelé co-traitant. Ensuite, tout d'abord, on s'assure encore au préalable qu'il n'y ait pas de lien de parenté ou de lien de proximité entre l'informateur et le policier traitant. Une approche qui semble très procédurale, mais à la fin de l'entretien, le policier se fait plus direct. Il faut parfois mettre les mains dans le cambouis, comme on dit. Effectivement, ce n'est pas dans les couvents de bonnes sœurs, si vous me permettez l'expression, qu'on trouve nos informateurs. Ils sont dans le milieu. Si quelqu'un a mis les mains dans le cambouis, c'est bien Fausto Cattaneo. Policier fédéral, agent infiltré dans les cartels sud-américains de la drogue. Pendant des années, il a joué les trafiquants et les financiers véreux, permettant la saisie de plus de 7 tonnes de stupéfiants. Un vrai investigateur, c'est une profession formidable. Mais pas aller à chasser les fourmis. Comme on fait toujours, aller à chercher les éléphants. Nous l'avons rencontré dans un palace de Lausanne, où il avait l'habitude de recevoir certains des plus gros trafiquants de la planète, au risque de tomber dans une attitude schizophrénique. Chaque fois qu'on entre en contact avec des grands trafiquants, quand déjà introduits dans une bande criminelle, ça c'est important, de se doubler. Et ça, c'est vraiment un jeu schizophrénique. Oui, des fois aussi, je pensais aussi, je suis fou. Vous me donnez 10, 15, 20 millions de dollars et j'oublie de vous voir. Je pouvais me laisser corrompre, ou me vendre. Sur ce plan, le commissaire Cattaneo n'a jamais flanché. Mais il lui est arrivé d'éprouver, malgré lui, de la sympathie pour ses adversaires. Ses tourments et ses doutes, il les a racontés dans un best-seller paru en 2001. Je m'interroge sur le bien fondé de mon action face à ce jeune homme sympathique qui pourrait être mon fils. J'ai son destin entre les mains. Suis-je le commissaire Cattaneo ou une crapule? Où vais-je trouver la force pour continuer d'arrêter les gens après les avoir séduits? Je devais l'arrêter. Comme on l'arrêtait, il était jugé. Mais c'est pas facile de faire. Et ça fait partie, malheureusement, du système. Fait partie de ce jeu schizophrénique. Et c'est pas facile de supporter. Flirter avec les limites, séduire les bandits pour les faire tomber, le jeu est effectivement très dangereux. D'autant qu'au moindre problème, le policier trop téméraire au borderline risque, comme Fausto Cattaneo, d'être lâché par sa hiérarchie. Il faut bien se rendre compte que l'autorité ou nos grands patrons ou les gens qui nous dirigent ne sont pas très motivés par la lutte anti-drogue. Je pense que ce qui les importe plus, c'est de ne pas avoir de problèmes avec des flics justement qui provoqueraient des accros dont les médias en feraient l'écho.
La finance et l'économie ne veulent pas ce genre d'enquête parce qu'elle ne veut pas que la police ou l'investigateur arrive à mettre le nez dans certaines affaires. Comme c'est passé dans ma vie. Difficile métier d'équilibriste, entre le risque de basculer dans l'ombre et celui de se heurter à des intérêts qui dépassent un policier, décidément livré à lui-même. Mon choix, c'était de servir l'État comme un vrai fonctionnaire de police. Mais malheureusement, il y a des corrompus dans tout le monde.